Enregistrement. Voilà. Bon, bah, merci à vous d'être présent. Il y a Loïs qui arrive. J'en rajoute un petit peu. Donc, en fait, pour tout vous expliquer, on a décidé, en fait, lors de nos cafés collections, on a beaucoup de questions, en fait, sur le marché des intermédiaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est aussi en mutation. Donc, c'est bien en pouvoir de l'expliquer, que vous puissiez aussi en fait le comprendre et savoir aussi comment travailler avec, parce que ça ne va pas s'arrêter, hein, clairement. Donc, du coup, vaut mieux en fait anticiper. La commercialisation avec eux que plutôt de la subir. Donc, on a décidé avec Justine de vous expliquer et de vous présenter un petit peu mieux les différents acteurs en fait qui existent aujourd'hui sur ce marché. Parce que tout simplement c'est assez complexe et donc on va essayer de vulgariser en fait de vous aider dans la compréhension sur cette partie. Voilà, allez, on y va, on commence. Donc, comme d'habitude, hein, je pense que vous avez l'habitude, donc pensez bien à désactiver le micro et le chat est à votre disposition. Et du coup, on traitera bien entendu toutes vos questions. Voilà pour cette partie. Donc, du coup, ben, j'anime avec Justine. Donc, je me présente pour ceux qui, au cas où, ne me connaisseraient pas. Donc, je suis Delphine, je suis la cofondatrice de Séminaire Collection qui a aujourd'hui 7 ans et nous fêterons bientôt nos 8 ans en juillet de cette année. Voilà. Et Justine nous a rejoint il y a l'année dernière en tant que copilote de l'événementiel. Justine, je te laisse te présenter en quelques Oui, secondes. oui, bah, bonjour à tous. Et donc, bah, je pense que la plupart me connaissent, en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, effectivement, comme dit Delphine, j'ai rejoint l'équipe en tant qu'account manager et donc copilote de vos lieux depuis 1 an. Je suis également à mon compte. Je fais peu ou prou la même chose à mon compte. Et surtout, avant ça, j'étais chef de projet événementiel dans une agence et donc voilà, moi je vais porter la casquette agence. Donc il se peut qu'à un moment, très souvent, je redise le nous en parlant des agences, même si je n'y suis plus du tout, mais voilà, ce passé que je vais vous partager. Très bien. Bon, eh bien écoutez, allez, go, on y va. Donc au programme, en fait, on va bien entendu parler du marché de l'intermédiation et de vous poser en fait déjà si vous connaissez les différents acteurs. On va dire des catégories d'acteurs, hein, parce que en fait en termes d'acteurs, on a eu un débat là-dessus avec Justine. Il y en a plus, mais on a essayé en fait de les catégoriser parce qu'autrement ça devient très complexe. La deuxième chose, c'est quel est le rôle de chaque acteur. Pourquoi les entreprises passent par eux? Parce que je pense que ça, c'est la question qu'il faut bien comprendre et voilà. Et quelles sont aussi leurs attentes avec vous? Quelle est la posture en fait à adopter? Et bien entendu, on conclura avec un petit tableau qui va résumer tout ce qu'on aura pu dire en fait lors de cet événement, de ce webinaire. Hop là, alors, j'ai encore, j'ai un problème de hop, là. Voilà. Donc le marché, avant de commencer et de se lancer, je vous propose une petite introduction. On pose aussi beaucoup la question sur la saisonnalité des demandes. Donc j'en ai profité de ce webinaire pour faire un petit récap de quelle était la saisonnalité des demandes 2025 sur Séminaire Collection, mais qui correspond vraiment en fait à la saisonnalité au global. Donc on voit que le T1 et le T2 sont quand même un peu primordiales puisque c'est un peu là que une grosse partie en fait du marché, en tout cas en termes de demande, c'est à cette période-là. Ça ne veut pas dire que c'est à cette période-là que ça se réalise, hein. C'est bien la différence, c'est vraiment la saisonnalité des demandes. Et donc on est sur un T1 et un T2 très fort, en sachant que sur le T1, on est sur du février-mars et sur le T2, c'est beaucoup sur le mois de avril et juin, parce qu'en plus le mai, il y a quand même beaucoup de ponts, donc c'est des mois qui sont un peu saucissonnés, si je peux dire, un mois un peu saucissonné, donc avec beaucoup de gens aussi en vacances.
Le T3 et le T4, le T3, bah, bien entendu, il y a quand même juillet-août, hein, donc on est quand même sur le moindre, et c'est globalement au mois de septembre et sur la deuxième semaine de septembre que on va dire la demande recommence. Et sur le T4, bah, on est sur du octobre et novembre, le mois de décembre étant un peu plus faible par rapport à ça. Voilà. Si je compare à 2024, eh bien, c'est vrai que le tétra était moins fort que 2025. Il y a eu une reprise un petit peu plus rapide sur le mois de septembre. Et puis en 2024, il y a eu aussi des contextes politiques qui ont aussi diminué le T3 et le T4. Voilà. J'admets au fur et à mesure d'autres personnes qui nous rejoignent. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésite pas à les poser. Et de toute façon, on fera des points en fait sur chaque aussi, sur chaque en fait partie, si vous le souhaitez. La deuxième, c'est le marché alors, c'est quoi le marché de l'intermédiation en quelques chiffres? Aujourd'hui, en France, c'est 35% du marché est intermédiaire. Donc, c'est pas négligeable. Aujourd'hui, on peut pas se dire qu'on peut passer en fait de ces intermédiaires. Il y a, on va dire, trois grands types d'acteurs distincts sur le marché. Et 40%, et c'est là où j'étais assez surprise, c'est une étude qui est faite en ce moment avec OpinionWay. Et pour le coup, en fait, il y a le budget dédié aux intermédiaires depuis le 2020 est en augmentation. Mais ce qui est lié aussi à, on va dire, à la prise vraiment, il y a des nouveaux acteurs qui sont des plateformes qui sont en place. Donc en fait, on n'est pas sur quelque chose de, on va dire, identique en termes, puisqu'il y a des nouveaux acteurs qui ont pris beaucoup de parts de marché d'un point de vue digital. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi il y a plus de budget si on compare par rapport à 2020. Voilà. Et surtout que 2020 n'était pas forcément une année très bonne pour l'événementiel, comme on le sait chacun d'entre nous. Voilà. Et, donc, euh, une de nos questions qu'on voulait vous poser aussi avec Justine, c'était un petit peu, est-ce que vous connaissez les acteurs de ce marché aujourd'hui? Et savez-vous un peu les différents types d'acteurs, même si on en a un petit peu parlé, on a un peu spolié parce qu'on l'a dit dans notre, Dans dans notre- l'intro. dans l'intro, mais pour le coup, j'avais mis un sondage et je n'arrive pas à le retrouver, donc on peut le faire un peu à main levée ou sur le chat. Est-ce que vous connaissez en fait les trois acteurs, les trois catégories d'acteurs de ce marché? Bon. Je ne sais pas si on va. Alors peut-être que du coup, bah, Justine, tu peux tu peux lancer en fait ces trois présentations d'acteurs euh, Mhm. en sachant, ah, j'ai des réponses. Jessica qui me dit les plateformes, les agences. Exactement. Merci Jessica. C'est tout à fait ça. Et il y a aussi un troisième acteur qu'on oublie mais, et qu'on peut confondre avec les agences événementielles. Qui sont exactement les apporteurs d'affaires. Ben voilà, tout à fait. Bon, bah, c'est bon, vous savez tout. C'est bon, on peut partir, on s'arrête là. Donc, du coup, eh bien, exactement, voilà. Donc, on a trois grandes catégories, les plateformes, les agences événementielles et les apporteurs indépendants, qui peut être soit, en fait, on va l'expliquer un petit peu. Alors, sur les plateformes, bah, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, donc je pense que vous êtes assez au fait de ça. Ce sont des sites internet spécialisés en des véritables marketplaces. On a bien entendu Naboo, Cactus, qui se font partie en fait des gros acteurs aujourd'hui. Il y a Team House aussi qui peut correspondre à des lieux qui sont plus en small meeting, comme certains en fait d'entre vous. On va avoir aussi Aléou. Alors Aléou, en fait, a un modèle un petit peu différent en fait de Naboo et Cactus. Mais on peut les considérer exactement comme aussi une plateforme. Leur fonctionnement, c'est finalement d'avoir en fait leur force, c'est vous.
C'est les lieux, hein. Donc, pas de lieu, pas de plateforme, hein. Il faut être assez clair. Et donc, eux, leur force, c'est qu'ils ont une présentation très claire, très lisible, des devis en ligne avec des espaces clients. Voilà, la possibilité d'avoir des comparaisons de devis et une facturation qui est unique. Voilà. Donc, ça, c'est je vois qu'il y a une question. Alors, je ne sais pas si Charlotte a pu se connecter. Ah, c'est Antonin qui nous dit hello. Ben, bienvenue, Antonin, dans ce webinaire. Je Voilà. me suis connectée, je pourrais prendre des questions du coup. Ah, Je regarde. super. Merci, Charlotte. Je ne te voyais pas. Donc, voilà, super. Bon, bah écoute, je te laisse prendre la suite. Une de leurs autres forces dans la relation, c'est le volume élevé, mais peu de personnalisation. On en parlera un petit peu plus tard. Et le modèle, c'est la commission qu'on connaît tous et plus ou moins forte. Et ils ont une approche vraiment comme Booking.com, c'est-à-dire que plus vous allez faire de volume avec eux, plus ils vont vous demander aussi des commissions fortes. Voilà, parce ils se sentent en position de force. Et il y a aussi des rétrocommissions que je vous expliquerai un petit peu par la suite derrière. Leur objectif, c'est de simplifier et accélérer en fait la recherche, de digitaliser au maximum l'achat événementiel et encore plus en 2026. Parce que j'ai la chance d'avoir des taupes dans les lieux et donc qui me expliquent et qui me renvoient un peu les échanges qu'ils peuvent avoir avec les différentes plateformes et leurs discours qu'ils peuvent avoir en fait là-dessus. Et donc pour le coup, en 2026, entre autres sur Cactus, ils accélèrent vraiment, ils veulent accélérer la digitalisation et la réponse digitale. Voilà. Je te laisse faire Ouais. la suite sur les agences événementielles. Alors, les agences événementielles, donc vous connaissez tous, je pense que vous avez tous au moins eu affaire au moins une fois à une agence événementielle, mais dans l'agence événementielle, en fait, on met un peu plein de choses et plein d'acteurs différents. Il va y avoir notamment ce qu'on peut appeler agence événementielle, ça peut être les agences de voyage d'affaires, ça peut être les acteurs, les organisateurs de congrès et de salons. Ça peut être des tours opérateurs spécialisés dans le MICE. Voilà, les agences événementielles, en fait, en gros, c'est surtout leur rôle, parce que c'est ça, comme ça qu'on va la définir. C'est un acteur qu'un client, enfin, un client fait appel à une agence événementielle parce que elle veut organiser son événement, elle ne sait pas faire, elle ne veut rien gérer, elle veut zéro charge mentale. Et elle se dit que l'agence événementielle va tout gérer de A à Z. En fait, l'agence va livrer une expérience complète clé en main de l'événement et le client aura juste à donner des informations sur le groupe, bah, évidemment le brief, etc. Mais le client, quand il fait appel à une agence, c'est vraiment pour poser son cerveau et n'avoir à gérer le moins possible, avoir à gérer le moins possible. Donc, comment ça fonctionne avec une agence? Bien souvent, c'est des appels d'offres, hein. Les agences sont en appel d'offres. C'est pas systématique. Moi, pour vous donner un exemple, hein, en agence, quand j'étais en agence, j'ai dû répondre à 4 appels d'offres dans toute ma vie d'agence, donc c'est archi peu. Donc, il n'y a pas forcément d'appel d'offres, en tout cas. Ça commence toujours par un brief client. Le client nous appelle, il nous explique son projet. Quand il nous appelle, on sait qu'on est rarement tout seul sur le projet. Donc, c'est une sorte d'appel d'offres. On sait qu'on est en concurrence, mais c'est pas formalisé tel quel. En tout cas, on sait qu'on est très souvent en concurrence avec d'autres agences. Et donc, bah, notre rôle, en fait, ça va être de produire, en tant qu'agence, ça va être de produire très rapidement un, un devis, l'événement complet clé en main au client et il faut être les premiers à répondre. Donc pour ça, ben, notre rôle, ça va être d'aller chercher tous les prestataires. Donc le lieu en premier, évidemment, c'est le nerf de la guerre d'un événement. Donc la première chose qu'on fait quand on reçoit le brief d'un client, c'est de sourcer le lieu. Et une fois qu'on aura le lieu, là, on va assembler toutes les prestations que le client, en fait, dont le client a besoin pour construire en fait un forfait global. Euh, L'agence, elle attend du lieu. Enfin, l'agence, elle attend vraiment du lieu que vous soyez partenaire de production. Avec Delphine, on se disait, on a l'impression que souvent,
les lieux voient les agences comme des concurrents. Or, c'est faux en fait. L'agence et le lieu ont vraiment tout intérêt à travailler ensemble, à co-construire. Quand on parle de co-construction, c'est hyper important parce que l'agence, elle attend de vous que vous soyez expert en fait, que vous compreniez les enjeux d'un événement pro. Et du coup, plus une agence va sentir que vous voulez collaborer avec elle sur la construction de son événement, plus l'agence, elle va être comment dire, en confiance de bosser avec vous. Si elle sent que vous êtes juste là pour lui dire, bah voilà, nous, notre salle, c'est comme ça, et puis nos chambres, elles sont comme ça, et puis débrouillez-vous, c'est votre boulot de faire, de tout construire, bah ça va moins plaire. Donc voilà, c'est vraiment une relation d'expertise et de collaboration et de partenariat. En fait, l'agence, elle ne va jamais vous considérer comme un prestataire. Elle va vraiment vous considérer comme un partenaire. Et ça, la nuance, elle est hyper importante. Le modèle économique, c'est que une entreprise qui contacte une agence, en fait, l'agence, une fois qu'elle a tous ses prestataires, elle va en général appliquer, on package tout et en général, on applique une marge sur toutes les prestations et ça fait une marge globale finale. Et après, selon les prestataires, en fait, l'agence va peut négocier des rétrocommissions et notamment sur l'hébergement, c'est très courant. L'agence attend ça, qu'il y ait une rétrocommission. Mais elle peut aussi l'appliquer à d'autres prestataires, mais c'est pas systématique. Moi, j'ai bossé avec plein de lieux qui ne faisaient pas de rétrocommission. C'était pas pour ça que je bossais pas avec eux. Mais il faut avoir en tête que c'est clairement un avantage Concurrentiel. concurrentiel de pouvoir proposer ça. Mais c'est pas obligatoire. Je pense que c'est quand même important de le dire. Donc voilà. Donc les agences événementielles, leur objectif, c'est voilà, comme Delphine l'a mis sur la présentation, livrer une expérience complète clé en main et décharger totalement l'organisateur d'événements de ce rôle en fait d'organisateur. Et ensuite, il y a les apporteurs indépendants. Donc ça, c'est une catégorie un peu pareil, assez vaste. Dedans, il y a les venue finders, donc venue finders, ce sont des gens qui cherchent en fait des lieux et qui font le matching en fait entre ah bah, un client a besoin d'un lieu et moi je connais plein de lieux et hop, et ben, je mets en relation quand j'entends un client qui a tel besoin, je connais celui-là. Donc c'est du matching de lieux. Les acheteurs Mice freelance, ben ça des indépendants en fait qui font de la conception d'événements, mais sans prendre en charge la facturation de l'événement, parce que ça je l'ai pas dit dans les agences, mais le gros avantage aussi de l'agence, c'est que l'agence elle va tout payer. Enfin le client va avoir un interlocuteur unique et c'est l'agence qui va tout payer. Donc le client va tout payer à l'agence et l'agence paye ses fournisseurs. Avec les apporteurs indépendants, ils ne payent rien, ils ne signent pas les devis. C'est le client final qui paye les devis, qui Signe. signe les devis et qui paye également les devis. En fait, l'apporteur d'affaires, il a un rôle de concepteur et de concepteur, de mise en relation forcément, mais de conseiller en fait, plus de conseiller dans l'organisation. Mais il ne prend pas du tout en charge la responsabilité. La responsabilité. Donc, en fait, juste pour Justine, en fait, dans les types de venue finder qui peuvent exister, ça vient aussi beaucoup. Ça, en fait, le concept vient des États-Unis au départ. Et donc, vous avez Ideal Meeting, par exemple. Il y a aussi Hans Briscoe. Voilà, vous avez des agences, hein, enfin des apporteurs d'affaires. Mais il y a aussi beaucoup d'indépendants de freelance qui sont soit des anciens de groupes hôteliers ou d'agences aussi événementielles qui se sont montées à leur compte. Et il y a quand même un développement qui a été énorme depuis le Covid. Il y en a de plus en plus. Et parfois, ces freelances peuvent aussi travailler en indépendant pour l'agence pour événementielle en mission. les Exactement. Mm. Voilà, moi j'en connais quelques-uns, par exemple sur Bordeaux ou sur la région PACA, ou même à Lyon. Il y en a pas mal. Et c'était des anciens clients que j'avais dans les agences événementielles, par exemple, dans mon ancienne vie professionnelle. Voilà. Mm. Pour juste rajouter ça. Voilà. Mm.
Oui, bah, c'est une précision importante, effectivement. Donc, la relation avec ces personnes-là, bah, ça va être, là, on est vraiment d'humain à humain et de même individuel à individuel. Donc, la relation, elle est très personnalisée. Ça va vraiment être de confiance, une parfaite connaissance de l'un et de l'autre, c'est-à-dire le lieu, parfaite connaissance de comment travaille l'indépendant et l'indépendant, comment travaille le lieu. Donc voilà, une transparence totale. Et sur le modèle économique, ben, c'est en général donc l'indépendant facture au client, va facturer des honoraires d'organisation, de conseil. Et après, lui, il peut se rémunérer sur des commissions que les prestataires vont lui verser. Donc, en général, le lieu peut proposer une rétrocommission comme il ferait à une agence. Alors, c'est vrai que sur les apporteurs indépendants, le modèle de commission versé par le lieu est beaucoup plus Oui, systématique. oui, Parce que en fait, certains aussi ne prennent pas en fait d'honoraires et sont juste que à la commission. donc à la com. Ouais, voilà. C'est le cas sur IME par exemple ou sur des freelances avec lesquels nous on collabore aussi et on sait qu'en fait c'est que de la C'est commission. que de la com. Mm. Voilà. Mais est-ce que ça, quand c'est que de la commission, est-ce qu'il y a ce rôle quand même un peu de concepteur global de l'événement? Non, on est d'accord. Là, c'est quand dans ce modèle-là, c'est juste, ils sont en charge, c'est plus les venue finders, finalement, ils sont en charge de trouver le lieu et Exact, leur mission s'arrête là. Voilà. Le- exact. les, les freelances événementiels, en fait, ils ont vraiment un rôle un peu comme les agences. La seule différence, ils vont concevoir l'événement, ils vont trouver les prestataires. La seule différence, c'est qu'en fait, ils ne vont pas facturer. Ils vont pas facturer. C'est pas eux qui vont payer les prestataires. Donc, c'est pour ça que voilà, il y a des frais d'honoraires. Enfin, il y a des honoraires d'organisation et de la commission. Bon, ben voilà, déjà vous avez un petit peu une différence entre les trois acteurs, ce que vous pourrez retrouver vous en fait dans vos demandes. Et parfois en fait ce qui peut être intéressant, alors les plateformes on les identifie plus facilement. Par contre, vous pouvez poser la question lorsque vous connaissez pas si c'est un agence événementiel ou un apporteur indépendant, puisque les apporteurs indépendants par exemple ont aussi des noms de société, donc on fait pas forcément on peut pas forcément faire la différence. Sauf si après, on va regarder sur Papers un peu comment ils sont, quel est un peu leur statut par rapport à ça. Mais moi, par exemple, je connais beaucoup d'anciens du groupe Accor qui sont du coup aujourd'hui vraiment en fait des venue finders indépendants tout seuls. Et donc, du coup, ils ont quand même des noms de société derrière. Voilà. C'est pas juste à leur nom personnel. Voilà. Maintenant, eh bien, il y a forcément une question qui se pose. C'est bien entendu pourquoi les entreprises passent par des intermédiaires et pourquoi elles ne travaillent pas en direct systématiquement en fait avec les lieux. Alors, on l'a un petit peu expliqué, c'est que finalement, en fait, pour beaucoup, bah, ça peut être une mission supplémentaire dans le cadre du travail, par exemple pour une assistante de direction. Et que bah, la charge mentale d'un événement est assez important et surtout, je ne le fais que le répéter, mais c'est un enjeu pour l'entreprise, mais c'est un enjeu aussi pour l'entreprise, pour la personne qui l'organise, parce que ça repose aussi un peu sur ses épaules que cet événement il soit réussi. Aujourd'hui, il y a vraiment cette conscience qu'un événement, un séminaire, un codir, n'importe quel type d'événement, c'est un levier stratégique dans le cadre, pour l'entreprise. Et donc, du coup, faut pas se louper, en gros. Voilà. Et en plus, et parce que je l'ai aussi vécu, un séminaire raté, et ben, ça a un impact en fait vraiment en fait sur les collaborateurs et un impact négatif qui est beaucoup plus important qu'on peut le croire. Donc aujourd'hui, en fait, pourquoi les entreprises passent par des intermédiaires? Bah forcément pour des questions de gain de temps. Parce que je ne vous cache pas qu'aller chercher en fait sur les sites internet, déjà trouver des lieux, alors même si maintenant nous avons l'intelligence artificielle avec nous, ça ne règle quand même pas tout. Il faut trouver aussi les bonnes informations.
le nombre de chambres, la capacité en séminaire, en réunion, en événement, la restauration, tout ce genre de choses. Donc, le fait de passer par l'intermédiaire, c'est eux qui vont vraiment gérer toute cette recherche qui peut être assez fastidieuse. Et l'intermédiaire va centraliser et filtrer en fait vraiment les options qui vont être le plus pertinentes pour le client, aussi avec des questions de budget. On ne l'oublie pas. Et puis, on a aussi un nouveau phénomène, c'est que dans les entreprises, il y a beaucoup aussi, ce n'est pas forcément une personne qui est spécialisée et qui est habituée à organiser de l'événement, mais ça peut être des équipes projets, enfin, ça peut être vraiment différents typologies en fait, de personnes qui vont s'occuper de l'organisation, dont ce n'est pas forcément le métier. Donc, du coup, ils vont sous-traiter, alors, soit à des plateformes, soit à des apporteurs, soit à des agences, mais beaucoup quand même sur des plateformes cette partie-là parce que quand on est une équipe projet, on ne sait pas faire. Donc, on va chercher. Et puis, les premiers qui vont arriver, bien entendu, en fait, ce sont les plateformes du fait qu'ils ont aussi un monopole et une force, en fait, sur le digital. La deuxième chose, et ça, c'est le reporting et la traçabilité. Aujourd'hui, surtout sur les grands comptes et les grandes entreprises, on souhaite consolider les dépenses événementielles. On va prendre par exemple un compte comme EDF. Ils ont en fait des filiales partout en France, voilà, avec différentes structures. Et on va dire EDF Siège n'avait pas forcément une vision globale de ce qui était organisé en fait par l'ensemble en fait des filiales et en événementiel. Aujourd'hui, c'est vraiment un souhait d'avoir une meilleure traçabilité pour différentes raisons que j'expliquerai un petit peu dans le cadre des contrats cadres. Euh, voilà, et c'est sur toute cette partie-là, et c'est une obligation aujourd'hui dans les grands comptes. Et on en vient aussi avec la troisième chose, c'est l'optimisation et la centralisation des achats. Bien entendu, on va dire que toute la partie fournisseur est de plus en plus complexe. Donc, il y a des ERP, il faut rentrer à chaque fois un nouveau compte fournisseur, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc, ils m'ont privilégié aussi un compte fournisseur avec lequel ils m'ont travaillé, et qui va faciliter en fait toute cette partie administrative auquel nous, on n'a pas forcément conscience en tant que lieu. Voilà, par rapport à ces grands comptes, tout simplement. Alors, c'est vraiment tout ce qui est reporting et traçabilité, optimisation et centralisation des achats, c'est plus spécifiquement sur les grands comptes, mais ça commence aussi sur les ETI, les PME, PMI, malgré tout. Tout dépend un peu du volume événementiel qu'ils vont avoir et surtout de l'organisation et de la structure, en fait, du compte, des équipes, enfin, de la société. Il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est la réduction du risque. Alors encore une fois, ça ne nous parle pas forcément, mais aujourd'hui, il y a vraiment dans les entreprises la maîtrise en fait des risques et des conformités. Et le fait aussi de travailler en fait avec une agence va permettre d'avoir aussi toute cette partie-là de maîtrise des risques et d'avoir un suivi opérationnel, la gestion des imprévus. Voilà. Et c'est surtout l'intermédiaire, s'il y a un problème, qui va endosser la responsabilité et non en fait l'entreprise en direct. Voilà. L'inspiration et la créativité, c'est pour toi, Justine. Bah oui, forcément, là, c'est le rôle principal. C'est pour ça qu'on va chercher une agence. C'est parce que, ben, comme le disait Delphine, organiser un événement, organiser un séminaire, imaginer une convention, imaginer un roadshow, c'est un véritable métier. Il ne s'agit pas juste d'additionner des prestations et puis voilà, non. C'est un véritable métier parce qu'il faut réfléchir à un concept, il faut imaginer un programme qui est le bon rythme, un programme qui engage les participants. Et en fait, tout ça, ben, c'est pas du tout le rôle d'une assistante de direction, c'est pas du tout le rôle d'un office manager. Ils savent pas faire et c'est normal, c'est pas leur métier. Et donc, ben, ils viennent chercher cette créativité chez les agences voilà, elles sont payées pour faire plus qu'en fait livrer plus qu'un événement. En fait, elles sont payées pour livrer un événement qui va répondre aux enjeux et aux objectifs de l'entreprise et qui va impacter le plus longtemps possible les clients et les collaborateurs.
Voilà, créativité, effectivement, c'est totalement le rôle de l'agence, quoi, clairement. Et puis surtout, ils vont essayer aussi d'aller chercher des lieux qui sortent un peu des Mm. radars. Ou alors même avec un lieu, ils vont créer quelque chose d'un peu inhabituel. Ça peut être des bootcamps. Moi, j'ai eu parfois la demande d'agences qui finalement me voulaient 4 hectares de terrain, en fait, parce que ils allaient monter des tipis. Voilà, et ils privatisaient le lieu, mais plus pour la partie terrain que le lieu réceptif en tant que tel. Voilà. C'était pas forcément d'aller dans une orangerie pour faire sa réunion. Enfin voilà, il y avait tout un concept autour de la création de Tipeee, dans la cohésion d'équipe, ce genre de choses. Voilà, donc c'est vrai que Et pour autant, je rebondis là, du coup, c'est le rôle de l'agence d'être créatif, mais c'est le rôle aussi du lieu enfin, en tant que lieu, du coup, il faut être réceptif aussi à cette créativité et être capable et vouloir accepter, en fait, qu'une agence puisse voir grand, en fait, là où vous n'avez pas forcément imaginé que votre lieu enfin, que vous pouviez faire ce type de choses. Donc en fait, il faut être capable de recevoir en fait enfin, d'accueillir en fait la créativité d'une agence et même d'aller avec l'agence dans ça quoi. Faut être open sur sur les espaces en fait, sur le rôle de vos espaces parce que là où comme dit Delphine l'orangerie, bah, vous voyez une réunion dans l'orangerie, bah, l'agence en fait elle peut voir plein d'autres choses en fait dans cette orangerie. Donc voilà. voilà, et en fait, c'est aussi la recommandation, enfin, leur recommandation, elle est basée aussi sur leur expérience terrain, mais aussi l'expérience du client, parce que celles qui ne sont pas en appel d'offres, alors des fois elles sont en appel d'offres pour une obligation en fait légale, mais pour le coup, elles peuvent être aussi en fait avec une agence parce qu'elles ont l'habitude d'organiser leurs événements, et c'est une année en fait à chaque fois, donc elles ont aussi la connaissance de l'entreprise, mais aussi des collaborateurs, de ce qu'ils attendent aussi dans cette partie-là. Voilà. Donc, d'où le fait aussi que c'est leur rôle d'être très dans l'inspiration pour créer un événement un peu à part et unique et une véritable parenthèse dans le cadre du travail. Voilà. Et puis, eh bien aussi, il y a l'expertise marché, puisqu'on le dit assez souvent, en fait, les clients ne sont pas tous des experts de l'événementiel, et encore heureux. Et donc, ben, en fait, la force parfois des agences et des apporteurs, c'est la connaissance précise des lieux et des capacités, de la saisonnalité, en fait, aussi de la tarification de ce qui se fait en fait sur le marché, ce qui n'est pas forcément le cas, nous le savons, des entreprises en direct qui peuvent demander des choses parfois étonnantes en termes de budget, par exemple. Et elles ont aussi cette valeur ajoutée, en fait, de pouvoir vraiment orienter correctement et de pouvoir arrêter aussi le client dans les choses qui ne sont pas faisables. Je vais vous prendre un exemple concret. En fait, je travaillais avec une agence événementielle à l'époque sur un projet autour du Mont-Saint-Michel. Et en fait, la capacité hôtelière au Mont-Saint-Michel n'est pas exceptionnelle, hein, et donc, pour le coup, c'était un événement d'anniversaire d'entreprise dans un transport breton. Et il invitait en fait ses meilleurs clients. Mais il avait des clients dans le Moyen-Orient, aussi en Russie à l'époque. Et donc, du coup, il voulait vraiment baisser en fait le budget au maximum en fait de l'hébergement et les faire dormir dans des petits hôtels, voilà, mais qui n'étaient pas forcément à la hauteur en fait de l'autre partie d'anniversaire. Et en fait, avec le client et l'agence, on leur a dit non, en fait, vous pouvez pas inviter et des clients qui vont faire 15 heures pour venir en fait jusqu'au Mont-Saint-Michel et les mettre dans un hôtel 3 étoiles euh, qui est bien, mais qui correspond pas en fait au reste de l'événement. Et tout ça parce que finalement, en fait, le client voulait vraiment diminuer au maximum en fait la partie coût de l'hébergement. Mais en fait, il y a une image. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il ne faut pas oublier, c'est que, encore une fois, un événement, c'est pas juste pour faire un événement.
Ça, on le répète systématiquement, mais c'est un véritable enjeu et c'est stratégique et c'est aussi l'image de votre entreprise que vous véhiculez à travers un événement. Et il faut pas en fait porter la mauvaise image. Et parfois, en fait, ça, comme je le disais, ça peut avoir des effets désastreux. Bon, pour le coup, le client était tellement concentré sur son budget financier, puisqu'on avait affaire à un acheteur. Un directeur financier, eh bien, l'événement ne s'est jamais réalisé pour le coup, mais valait peut-être mieux qu'il ne se réalise pas que faire quelque chose de catastrophique pour l'image client. Voilà. Donc c'est aussi le rôle qui est beaucoup plus sur l'agence et apporteur d'affaires. C'est pour ça que on a mis des étiquettes un peu différentes selon en fait la typologie et catégorie en fait d'apporteurs d'affaires, pardon, d'intermédiaires, eh bien, ils n'ont pas tous le même rôle. La plateforme, par exemple, et on en parle beaucoup, c'est vraiment sur cette traçabilité, ce reporting et sur l'optimisation et la centralisation en fait des achats qui ont leur grande force et ce qui plaît de plus en plus aux grands comptes. Sur LinkedIn, je ne sais pas si vous voyez, mais certains CEO de ces plateformes communiquent énormément en fait là-dessus. Et pour le coup, Cactus a sorti aussi une chose encore un peu plus puissante, puisque en fait ils ont fait un partenariat avec en fait un établissement bancaire qui va leur permettre en fait de payer les lieux avant en fait que les entreprises payent en fait Cactus. Ce qui fait que en termes de trésorerie, ça va intéresser beaucoup en fait les entreprises et surtout les grands comptes. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas, Charlotte, s'il y a des questions. Pas pour le moment. Bon, très bien. Eh ben, on continue, mais n'hésitez pas, hein, on est là aussi pour ça, pour pouvoir, si vous avez besoin qu'on éclaircisse certains éléments, nous sommes là toutes les deux pour ça. Euh, Ensuite, là, alors voilà, donc nous allons en parler un peu des contrats cadres, puisque ça, c'est aussi un petit peu... alors, le contrat cadre, ça existe depuis longtemps. C'était au départ vraiment les laboratoires pharmaceutiques qui mettaient ça en place il y a une quinzaine d'années déjà et qui se duplique de plus en plus. Bon, il s'avère qu'en fait, les grandes, et ça reste encore aussi beaucoup pour les grandes entreprises, ceux qui ont un volume conséquent en événementiel, et il s'avère que, en gros, les achats, ils ont un peu vu toutes les, on va dire, dans les structures, dans les pôles, ils ont quand même déjà bien négocié un peu partout. Les contrats cadres existent par exemple dans l'hébergement, dans l'hôtellerie. On a des contrats cadres quand il y a beaucoup de volume et j'ai travaillé dans ce domaine-là, donc je connais bien. On a beaucoup de volume sur le monde entier et aujourd'hui, eh ben, ils se mettent aussi à faire la même chose avec l'événementiel. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir vraiment avoir une approche plus stratégique enfin, voilà, de la vision vraiment sur la partie événementiel. Encore une fois, parce que je l'expliquais auparavant, en fait, c'était très dilué et que chaque en fait département avait, on va dire, faisait comme il voulait. Et aujourd'hui, il y a une véritable centralisation souhaitée par les entreprises pour une optimisation financière, alors qu'on n'a pas forcément l'impression de le voir, mais aussi sur toute la partie du coût administratif. Voilà. Et derrière ça, bien entendu, ils négocient après des remises arrière, donc c'est-à-dire des rétrocoms, par rapport au volume qu'ils ont dépensé en fait chez Cactus, chez Naboo, ce genre de choses. Ça existe aussi sur certaines grandes agences événementielles comme Publicis ou d'autres, bien entendu, mais c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus beaucoup avec les plateformes et les plateformes et les grosses plateformes se mettent en fait sur cette partie. Je crois qu'il y a des questions. Alors, c'était donc plutôt pas sur les contrats cadres, mais sur les plateformes. Donc, Mhm, Lily Capucine demande comment savoir sur quelle plateforme être visible et si les commissions demandées sont raisonnables. mhm. Car en étant allié, on ne peut pas accorder une commission sur toutes les prestations, notamment les prestations sous-traitées. Ben oui, oui, tout à fait. Ben ça, en fait, après, c'est de la négociation au cas par cas. Avec ces plateformes. Bien entendu, eux, ils vont vouloir avoir le maximum. Je sais que Cactus a tendance aussi à vouloir prendre, en fait, par exemple, de la com sur les taxes de séjour. Et ça, c'est un véritable, puisque la taxe de séjour, c'est pas, alors, vous n'êtes pas tous
concernés par la taxe de séjour, mais par exemple, la taxe de séjour, ça peut pas, c'est quelque chose qu'on redonne forcément. En tout cas à l'institution, et donc du coup on peut pas faire de la com là-dessus. Alors, une com raisonnable, globalement, je dirais que la moyenne chez Cactus, c'est 15%. Les grands groupes hôteliers ont réussi à négocier sur du 12. Et je sais que pour certains comptes, ils montent jusqu'à 20-22%. Alors là, 20-22%, c'est vraiment énorme. Et donc, du coup, voilà, on est plutôt en moyenne sur du 15% en fait sur ces plateformes-là. Je crois que Naboo est un petit peu en deçà et à 12, mais ils prennent aussi de la com chez le client pour votre information. Donc en fait, chacun a son modèle un peu économique à part par rapport à ça. Et bien entendu, bah, il faut essayer. Après, c'est de la négociation que vous devez avoir avec vos chargés de compte de ces différentes plateformes. Mais pour le coup, bah, faut pas prendre en fait sur l'externalisation et ça, c'est à voir avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut pas. En fait, Cactus, c'est quand même beaucoup du cas par cas et qu'il ne faut pas hésiter à négocier les commissions, le montant et sur quelles prestations les commissions sont prises, si je Exactement. reformule. Exactement. Voilà, tout à fait. Je pense qu'on n'ose pas assez le faire, en fait, étant donné qu'ils sont gros, on l'impose, mais faut pas hésiter à expliquer aussi, en fait, surtout que vous êtes il y a beaucoup d'établissements ici, en tout cas dans le club Séminaire Collection, qui n'ont pas forcément, en fait, la restauration sur place. Et ils ont créé un modèle qui était très lié à l'hôtellerie, mais pour le coup, en fait, tout le monde n'a pas une restauration intégrée. Donc, pour le coup, voilà, tout simplement. Écoutez, on va continuer du coup sur la partie cadre. Donc voilà, donc en gros, il y a un véritable le souhait de cette optimisation et de ce côté en fait de centralisation. Voilà, d'après en fait GBTA qui est un organisme international, la centralisation via les contrats cadres réduit les dépenses de 10 à 25% en moyenne. Ce ne sont pas forcément des dépenses qui vont être liées à l'événement en tant que tel, mais plutôt au coût caché qu'on ne voit pas, qui est toute la partie administrative derrière ça. Voilà. Donc en fait, ils y voient quand même un gain d'efficacité opérationnelle, maîtrise des risques et des conformités, comme je le disais en fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit le compliance. Il y a aussi plusieurs objectifs et droits en fait de la part de ces grands comptes. C'est la sécurité juridique, donc de savoir à n'importe où, à quel moment en fait, où est votre collaborateur. Et il y a aussi l'intégration de la RSE. Parce que c'est des intégrations de clauses environnementales obligatoires et donc, il faut que, en fait, ils puissent s'aligner en fait sur la stratégie de la durabilité de l'entreprise. Et pour le coup, du coup, c'est aussi la raison pour laquelle, en fait, ces plateformes commencent à parler beaucoup de RSE ou ce genre de choses, parce que c'est aussi pour pouvoir, en fait, avoir ces grands comptes, ils sont dans l'obligation, en fait, d'avoir une traçabilité sur la RSE des lieux aussi également. Voilà. Et puis, bah, l'optimisation financière et l'économie d'échelle qui est liée en fait à la levier des négociations, mais surtout en fait à cette partie de processus accéléré sur toute la partie gestion des fournisseurs. Et bien entendu, la centralisation des données qui leur permettent en fait d'avoir une vraie vision globale de leurs dépenses événementielles et d'avoir en fait après une rétrocom au global avec ce fournisseur-là. Voilà, tout simplement. On a le cas par exemple sur Rejolt qui reverse un tiers en fait des commissions à la SNCF par exemple. Qui est concerné par des contrats cadres? Aujourd'hui, par exemple, La Poste a signé avec Cactus. Donc on parlait de SNCF et de L'Oréal qui est avec Rejolt par exemple. Alors les contrats cadres sont souvent signés pour 1 ou 2 ans.
Voilà. Et après, c'est des choses qui sont retravaillées et revues, en fait, bien entendu. On a Danone qui passe par Naboo, par exemple. Voilà. Donc, on commence à lister, en fait, toutes les entreprises qui ont signé des contrats cadres avec les différentes plateformes et on vous le mettra, en fait, il mettra en ligne sur la Salesbox et vous pourrez, en fait, regarder ou demander à Justine ou à Charlotte quand vous avez un doute sur cette partie-là. Mais en fait, on le remplit en fait au fur et à mesure et il est disponible dans la Salesbox. Et je crois qu'il y a d'autres questions, Charlotte. Ah, on t'entend pas. T'as coupé ton micro. Non, non, il n'y a pas d'autres questions. C'est D'accord, bon. ok, j'ai vu que ça... Voilà. C'est juste un merci. Ah, d'accord, super. Eh bien, écoutez, ravi. Donc ça, les contrats cadres, va falloir faire avec parce que ça se développe et en plus, bien entendu, en fait, les grands comptes vont le mettre en place de plus en plus. Pour le coup, ça dépend aussi un peu de votre stratégie à vous en tant que lieu, de savoir où est-ce que vous êtes placé. Parce que, par exemple, je discutais la semaine dernière avec le château de Conteville qui est pas là, mais en fait, elle a un gros centre EDF. Et donc, du coup, bah, entre guillemets, EDF vient très souvent. Mais il y a cette partie où, pour des questions très administratives aussi, hein, en fait, elle est obligée de passer par cet intermédiaire. Une question juste J'ai vu. sur les... Est-ce qu'une entreprise qui a un contrat cadre peut passer en direct avec le lieu quand même? Alors, il y a parfois des possibilités où en fait ça peut arriver, puisque nous, on vous le cache pas, on l'a eu plusieurs fois où en fait l'entreprise et le contact dans l'entreprise ne voulait pas passer en fait par la plateforme dédiée. Je pense qu'il faut qu'il ait un petit peu de poids quand même dans l'entreprise pour pouvoir le faire, tout simplement. Mais ça arrive. C'est pas, il peut y avoir des dérogations. Après, c'est des dérogations en interne. Et ça, voilà, je peux pas vous le dire systématiquement, mais oui, ça arrive. Nous, on a le cas en fait chez Séminaire Collection. Par exemple, la SNCF, ils ont aussi une autre structure interne, enfin externe, enfin avec qui s'occupe de toute la partie événementielle et on peut le faire passer pas par Rejolt, mais passer par cette autre structure qui n'ont pas du tout les mêmes taux de commission, par exemple. Voilà. Euh, voilà, ça arrive, mais aujourd'hui, ils contrôlent de plus en plus. Mais c'est pas, ils n'ont pas 100% parce que il y a quand même certaines personnes dans les sociétés qui peuvent être très réfractaires à ce fonctionnement. Voilà. Et Delphine, est-ce que tu peux réexpliquer en fait ce qu'est un contrat cadre? Oui. Alors un contrat cadre, en fait, c'est un contrat qui est signé entre en fait l'entreprise et la plateforme ou l'agence en question, qui va mettre un peu des conditions de fonctionnement et d'organisation entre en fait entre les deux acteurs, on va dire entre l'entreprise et le fournisseur. Et pour le coup, ils vont s'engager à traiter, en fait, à donner la demande, en fait, d'événements à cette plateforme, on va dire. Et en contrepartie, eh bien, il y aura des données, voilà, financières. Sur cette partie-là, et au bout d'un moment, en fait, selon un certain volume, négocier bien entre eux. Il y aura une rétrocommission, ce qu'on appelle des remises arrière aussi, dans l'entreprise. Moi, quand j'étais chez Accor, je le faisais avec les agences événementielles. On avait des contrats cadres avec les agences événementielles. Et plus en fait, ils faisaient un volume, ils avaient un certain volume à faire, et après, on rétrocédait aussi une certaine commission à ces agences événementielles. Donc, c'est quelque chose qui est assez courant, qui se fait de plus en plus. C'est le cas en fait à d'autres niveaux, hein, sur le voyage d'affaires. Voilà, il existe aussi des contrats cadres avec des agents spécialisés. On l'a dans plein d'autres domaines. Voilà. J'espère que ça a été assez clair par rapport à ça. Donc c'est vraiment un contrat entre deux parties qui oblige en fait à passer en fait toute la demande, l'achat en fait via en fait cet intermédiaire-là.
Donc du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on vous mettra à jour au fur et à mesure dès qu'on a des informations complémentaires, puisque ça change, hein. Des fois, il passe d'un fournisseur à un autre, donc on mettra à jour en fait cette liste. Ah, je crois que là, il y a des questions. Oui, alors Anaïs demande donc si l'agence se manifeste après avoir eu le contact de l'entreprise en direct et organisation faite, nous pouvons légalement refuser la commission. Oui, oui, vous pouvez refuser la commission. Mais ça arrive aussi, oui, qu'il se réveille un petit peu après. Et du coup, bah voilà. Par contre, en fait, il faudra renvoyer en fait le chiffre pour que ça rentre en effet dans les statistiques ou la data liée à ça, mais ils peuvent refuser. S'ils n'ont pas été informés en amont, ni par le client, ni l'agence qui devait s'en occuper, ils peuvent refuser. Ça ne plaît pas, mais ça, ils peuvent le faire. Ça peut être la guerre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas C'est pour bon. le moment. Ouais. Hop là. Les attentes, leurs attentes. Voilà, ces différents acteurs. Du coup, bah forcément sur les plateformes, en fait, et là j'ai eu des informations aussi complémentaires. Bien entendu, c'est des fiches complètes et à jour. Donc, des photos, en même temps, c'est ce qu'on vous dit aussi avec nous, hein. Plus vous avez des photos HD de belle qualité, qu'on soit clair sur les capacités, sur les équipements, le descriptif aussi, c'est très important. Et ils rajoutent même la vidéo. Aujourd'hui, Cactus demande les vidéos. Si vous avez des vidéos, ils vous le demandent. Ils disent que ça, c'est encore mieux dans l'expérience client pour aussi projeter en fait l'entreprise. En sachant qu'il ne faut pas oublier, hein, les plateformes, quand on parle de contrat cadre, c'est 20 à 30 contrats. Voilà, c'est loin d'être tout le trafic. Ils ont beaucoup de trafic avec des PME, PMI, des petites entreprises, enfin, voilà, qui les trouvent facilement en digital. Et donc, c'est le cas. Et c'est aussi important pour vous, puisque vous êtes nommé, d'avoir une fiche très jolie, très belle puisque ils captent pas tout le trafic. Ils en captent une grande partie, mais ils ne captent pas tout. Il y a aussi, et les agences sont les premières, par exemple, à regarder sur Cactus pour se sourcer, trouver les lieux et vous appeler directement ou vous contacter directement via votre site internet. C'est-à-dire, Exactement ce que j'allais dire. Ce travail, en fait, il va servir et pour les apporteurs, mais il va aussi servir pour les venus, enfin pour les consultants indépendants et les agences, parce qu'on est les premiers. Enfin moi, en tout cas, quand j'étais en agence, j'étais la première à aller faire un premier gros tri sur les plateformes. En fait, ça permettait de gagner du temps déjà dans une présélection. voilà. Donc, hyper important d'avoir des fiches claires, des photos, des jolies photos, le positionnement bien identifiable, bien compréhensible, tout ça, c'est hyper important. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez concrétiser avec Cactus, parce que moi, ou Cactus ou Naboo ou n'importe quelle autre plateforme, parce que moi j'étudie pour un client justement son business direct et indirect. Aujourd'hui, voilà, on est à 8% en fait de concrétisation en fait sur ces plateformes et que mon client confirme beaucoup plus sur du direct et encore heureux que sur de l'indirect. Mais en fait, il faut pas non plus, moi je le dis, il faut pas le négliger, voilà, parce que ça vous donne encore une fois, ça distribue aussi en fait votre lieu et votre marque, et c'est comme ça qu'il faut le voir, bien entendu. Voilà. Le tarif, alors bien entendu, ce qu'ils veulent, c'est un tarif transparent et compétitif, c'est-à-dire que voilà, ça soit le même en direct ou avec eux. Après, ça c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, vous êtes encore libre d'agir comme vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est une volonté et ils veulent absolument être du coup compétitifs par rapport à ça. Voilà. Le délai de réponse, il est court. Chez Cactus, ils disent que plus vous répondez rapidement, plus vous avez des chances de signer avec le client. Ça, c'est leur argument. Je n'en ai pas encore la preuve, mais je vais faire un test justement avec toujours le même client et on va tester ça. Et comme ça va nous permettre, c'est un laboratoire et ça va nous permettre aussi de voir en fait si c'est vraiment euh, une réalité ou pas. Voilà. Ceci dit, je pense que ça peut être en effet une réalité si on est sur un dossier simple,
voilà, de location, de JE, de choses où en fait c'est plus une structure logistique. Mais dès qu'on est sur de la création ou en tout cas en fait un séminaire un peu plus complexe, on sait très bien que c'est pas la réponse courte en fait qui va faire que vous allez gagner en fait le business. C'est aussi toute l'approche en fait qui va être liée à votre enjeu et à l'enjeu de l'entreprise et ce que vous allez pouvoir apporter en personnalisation par rapport à ça. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que l'entreprise, c'est pas le prix, même si on est dans un contexte où le budget est très important en ce moment, on ne va pas se le cacher, hein. Marie me le disait encore ce matin suite à un suivi sur un projet avec un client et on entend beaucoup parler en ce moment, mais il y a aussi la prestation et le rapport qualité-prix. Et ça équivaut pour l'ensemble en fait des acteurs. Et le client, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, mais il a un enjeu et il faut que ça soit un bel événement, une belle réussite, un beau séminaire. Alors, pour continuer sur les plateformes, ce qu'ils aimeraient, c'est la disponibilité en temps réel. Alors, je sais que certains sont en train, en tout cas sur la partie hôtellerie, ils essaient d'avoir une synchronisation et de travailler sur les PMS directement pour avoir en fait accès, en tout cas à la disponibilité en temps réel. Et bien entendu, en fait, ce qu'ils aiment aussi, c'est les avis clients et les notations parce que ça va aussi les aider dans leur référencement, tout simplement. Je te laisse la partie sur les agences événementielles, Justine. Ouais. Alors, bah, tu as donné quand même déjà quelques clés hein, pour les agences, mais les attentes des agences vis-à-vis de vous, en fait, c'est vraiment, en premier lieu, c'est qu'elles sentent qu'il y a une réelle compréhension des enjeux du client. C'est-à-dire que vous devez savoir, vous devez connaître ce que c'est un séminaire, ce que c'est une convention, ce que c'est un roadshow, ce que c'est un lancement de produit. Vous devez connaître, en fait, les codes de tous ces événements-là. Alors, vous devez connaître. Vous devez connaître les codes des événements que vous accueillez dans votre lieu, hein, évidemment. Hein. Si vous êtes un lieu qui ne fait que du séminaire résidentiel, on s'en fiche que vous connaissiez les codes du roadshow. Ça, on s'en fiche. Mais par contre, voilà, l'agence, elle a besoin en tout cas de comprendre que vous ayez connaissance, que vous sachiez de quoi il s'agit et que vous sachiez distinguer, en fait, pour le dire de façon encore plus simple, que vous sachiez distinguer finalement une clientèle entreprise d'une clientèle individuelle, en fait, que vous sachiez, que vous ayez en tête qu'un mariage, c'est pas les mêmes enjeux qu'un séminaire. Voilà, en gros, pour la faire simple. Ce qu'elle attend aussi, c'est évidemment une réponse rapide. Delphine en a parlé. Une agence, elle est souvent en concurrence avec d'autres agences. Les délais pour répondre sont souvent très serrés. Parfois, on a une semaine pour apporter notre proposition. Parfois, c'est moins. Parfois, c'est plus. Là, pour le coup, c'est vraiment c'est au cas par cas. Et ça, c'est hyper important quand vous avez l'agence au téléphone, en fait, de questionner le contexte de l'organisation de l'événement. Est-ce que vous êtes toute seule à répondre? Vous avez combien de temps pour répondre? Et ça permet aussi de comprendre le degré de pression et d'urgence qu'il y a sur la tête du chef de projet événementiel. Donc, plus vous allez répondre rapidement, en fait, ben plus en fait l'agence elle va pouvoir continuer d'avancer dans la construction de son événement. Je vous l'ai dit, le lieu, le choix du lieu, c'est souvent en fait c'est la base en fait de l'événement. Donc, tant qu'on n'a pas lieu, on peut difficilement avancer sur les autres prestations. Donc, la réponse rapide, là pour le coup en agence, elle est absolument mais indispensable. Et plus vous allez rappeler rapidement et plus vous allez envoyer votre offre, même si c'est pas parfait en fait, il faut que l'agence elle ait quand même des premiers éléments en fait assez rapidement qu'elle ait des premiers éléments de réponse que ce soit clair votre capacité, vos fiches techniques, vos plans, les services que vous pouvez proposer. Voilà, faut qu'il y ait une idée assez rapide de tout ça, même si c'est pas tout de suite finalisé. Le deuxième point, c'est la flexibilité et la souplesse. Quand on est en agence, qu'on organise des événements, en fait, ça change tout le temps. Le programme change tout le temps. Le nombre de participants, ça bouge tout le temps. Le timing évolue. Enfin, en fait, on est constamment. Le client ça va dépendre encore une fois du client, mais très souvent, moi, je me rappelle avoir refait des programmes 3 fois de suite, changer les. Alors, attends, finalement, l'activité, on la met là, et puis finalement, la réunion, on la met là, et puis non, puis le déjeuner, c'est 12h30, puis finalement, c'est 14h. Enfin, bref. Et donc, en fait, cette flexibilité, cette souplesse, il faut absolument que vous l'acceptiez aussi
Parce que l'agence, quand elle fait ça, c'est pas pour vous embêter. C'est juste qu'en fait, derrière, elle veut juste satisfaire le client et que le client, il sait pas toujours ce qu'il veut et que le client, comment dire, ses attentes peuvent aussi évoluer au fur et à mesure que l'événement se construit. Et le rôle de l'agence, en fait, c'est de répondre aux attentes de son client. Donc forcément, ben, quand les attentes du client évoluent, ben, l'agence, elle fait répercuter ces attentes-là, elle vous en fait part. Et donc, vous devez être capable, en fait, d'avoir cette souplesse et cette flexibilité. Donc, faut s'adapter, il faut trouver des solutions avec l'agence, rester souple sur l'organisation. Moi, je me rappelle des lieux qui me disaient, ah ben non, et c'est véridique, hein, qui me disaient, ah ben non, ben nous, le repas, alors c'est plutôt, là, on est plutôt sur quand je vous dis ça, c'est plutôt des lieux, des hôtels. Mais ils disaient, ah ben non, nous, le service, c'est midi 30 et pas midi 45. Bon, bah, ça, en fait, pour une agence, c'est hyper bloquant, en fait, se dire que potentiellement, Même pour une entreprise en direct, hein. ou même pour une entreprise en direct, en fait, de se dire qu'en fait, il y a un truc hyper étroit, hyper fermé. On a tous au fond envie de travailler avec des lieux comme ça. Donc voilà, s'adapter, trouver des solutions, ça, c'est vraiment des attentes hyper fortes de la part des agences. Ensuite, un autre point, c'est la fiabilité opérationnelle. En fait, l'agence, elle doit être sûre que vous allez être un partenaire fiable le jour J et quand vous allez accueillir ses clients. L'agence, elle a qu'une peur, en fait, c'est que l'événement se passe mal, que son client soit pas content, et elle sera responsable de tout ça, en fait. Hein. C'est nous qui, lundi matin, se faisons hurler dessus s'il y a eu un petit grain de sable dans la machine. Et donc, nous, en tant qu'agence, en fait, quand on choisit nos partenaires, on a vraiment besoin de s'assurer, en fait, il va y avoir, que tout va bien se passer, que vous savez accueillir un groupe, que vous savez assurer la présence, être présent, mais pas trop, savoir jauger le client et et son besoin en fait de vous voir ou de pas vous voir. Ça c'est vraiment ultra important. Donc ouais, fiabilité opérationnelle, deuxième point très clair. Relation de confiance sur la durée, ça on en a parlé tout à l'heure. En fait, quand une agence vous confirme un événement, oui, vous gagnez une affaire, mais en fait, potentiellement, vous allez gagner plein d'autres affaires. Et ça, c'est vraiment à garder en tête. C'est que les agents, je sais qu'il y a souvent une très mauvaise opinion des agences et pourtant, elles peuvent être des vrais apporteurs d'affaires pour vous. Et si la relation, en fait, se crée, et, et peut-être qu'il ne faut pas bosser avec 50 agences, mais peut-être qu'il faut juste en choisir deux et avoir de très, très bonnes relations avec elles. Et savoir qu'en fait, elles, naturellement, comme elles savent comment vous travaillez, elles savent que vous êtes pro, elles savent comment vous accueillez, elles savent que vous êtes souple, elles savent que vous êtes flexible. En fait, naturellement, elles vont penser à vous. Moi, quand j'étais en agence, j'avais des partenaires, des lieux, en fait, avec qui je bossais très bien. Et clairement, quand le brief d'un client correspondait, en fait, Au lieu. pouvait correspondre à un lieu, mais moi, je retournais sur le même lieu tout le temps, en fait, parce que je savais que avec ce lieu-là, mes clients étaient toujours hyper contents. Et donc, ben, c'était en fait, c'est un grand soulagement pour une agence. Donc, oui, l'agence peut vraiment vous apporter de la récurrence, quoi. Bah, du coup, je crois qu'il y a des questions, Charlotte. Oui, tout à fait. Du coup, je ne sais pas si c'est le cas d'autres lieux, mais c'est vrai que l'on est frileux de travailler avec les plateformes par rapport aux commissions demandées. Donc là, c'était plus lié aux plateformes. Avez-vous des conseils pour être moins frileux? Et sinon, une autre remarque de Clémence, après 20 ans dans le métier, évidemment pour être flexible, pour être au service du client, mais que l'agence comprenne aussi les enjeux des lieux et des équipes. Exactement. Complètement. Et quand on parle de relation de confiance, en fait, c'est de ça, c'est que quand une agence va vous contacter, c'est aussi à vous, en fait, d'apporter des réponses hyper claires sur ce que vous êtes capable de faire, de pas faire, de comment vous le faites, de comment vous travaillez. Ça, en fait, c'est les deux, hein, bien évidemment. C'est quelque Il chose faut à que construire l'agence ensemble. l'entende aussi. Voilà, en Faut fait, qu'on ça se va l'entende, exactement. évidemment, mais parfois, en fait, l'agence entend pas parce que il n'y a pas forcément l'info. Et c'est pas qu'on l'a pas entendu, c'est qu'en fait, on n'a pas été informé que ça, c'était pas du tout possible. Voilà. Donc, pour moi, enfin, moi, je me rappelle les lieux avec qui je travaillais très bien, c'était des lieux
que je connaissais super bien. Je m'étais déplacée chez eux, je connaissais le produit. Alors là, je sais que vous allez me dire, mais on a des agences qui inventent des trucs, qui veulent tellement vendre qu'ils en inventent des trucs. Oui, alors ça, c'est des charlatans, il y en a partout malheureusement. Et bon, bah, ces agences-là, une fois que vous avez bossé avec elles, bah, vous savez que vous n'avez pas envie de rebosser avec elles parce qu'elles sont pas honnêtes. Mais attention à pas tout, à mettre tout le monde dans le même panier. Et moi, quand j'étais en agence, je souffrais beaucoup de cette image. Je souffrais beaucoup de cette image parce que je voyais que des fois, quand je contactais des lieux, je me prenais un accueil, mais mon Dieu, je me disais, mais en fait, ils n'ont pas envie de bosser, c'est pas possible. Et bah oui, en fait, maintenant que je suis un peu plus côté lieu, je comprends qu'il y ait plein de lieux qui ne veulent pas du tout bosser avec les agents, et je comprends pourquoi. Mais je regrette parce que, en fait, toutes les agences sont pas comme ça du tout. Donc, en fait, laissez-leur la possibilité de montrer qu'elles sont peut-être tout aussi intègres que vous et qu'en fait, elles ont envie de travailler comme vous, de travailler en bonne intelligence. Et il y en a plein des agences qui sont comme ça. Donc attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors, pour répondre sur les plateformes, c'est vrai que les plateformes, elles sont très gourmandes en commission. Et encore une fois, ça reste aussi votre choix, en fait, de dire je travaille avec eux ou je travaille pas avec eux. Je suis présente sur cette plateforme ou je suis pas présente. En fait, l'idée, c'est pas d'être présente sur non plus toutes les plateformes. Choisissez, en fait, les plateformes qui vous semblent le plus judicieux aussi par rapport à votre lieu. Plus on a en fait, en gros, les plateformes comme les agences événementielles, elles aiment à travailler avec des gros lieux, avec des grosses capacités quand même, hein. On va pas se mentir là-dessus. Tout simplement parce que, en fait, comme c'est un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, bah, ils gagneront plus d'argent pour un temps plus ou moins équivalent, voilà, de travail pour eux. Donc encore une fois, ça dépend aussi, travailler avec une plateforme ou pas travailler avec telle ou telle plateforme, ça dépend encore une fois de votre lieu, de vos besoins aussi en commercialisation. Les plateformes, ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, un moyen en fait d'être distribué et d'être visible aussi, hein, en complémentarité. Voilà, et de pouvoir en fait aussi avoir des offres. En fait, il faut que aussi, dans ces cas-là, vous soyez, si vous travaillez du direct, et je vous l'incite fortement, c'est aussi travailler en fait votre page séminaire. Voilà, on le répète très souvent aussi chez Séminaire Collection, mais pour le coup, les pages séminaires en fait des lieux, alors, des fois, c'est horrible pour comprendre l'offre, la lisibilité de l'offre. Et Justine en faire un webinaire, je crois, demain avec Booking Check et elle en parlera très très bien puisque c'est un sujet que nous avons aussi régulièrement en interne chez Séminaire Collection et d'ailleurs on va sortir certaines choses pour vous aider par rapport à ça dans les prochains mois. Mais pour le coup, en fait, voilà, il n'y a pas d'obligation ou de non-obligation. Ça reste votre choix, votre stratégie. Encore une fois, il faut connaître aussi un peu les contours, comment ça fonctionne avec une plateforme. Et c'est à vous de choisir si vous allez travailler ou pas avec eux. Voilà. Par rapport à ça. Si vous êtes en fait et que vous avez des grands comptes à priorité, proches, en proximité de chez vous, on va dire en quelque sorte, eh bien, si vous voulez travailler avec ces entreprises-là, malgré tout, il va falloir pouvoir travailler avec ces plateformes-là. Voilà. Donc du coup, ouais, je peux pas, je ne suis pas, j'impose rien. Ce qu'on vous explique, c'est un petit peu les enjeux au global en fait dans ce marché et quelles sont en fait les conditions et comment ça fonctionne et que malgré tout, je comprends parce qu'on n'a pas forcément toujours envie de travailler avec ces plateformes-là et en plus nous on a voulu chez Séminaire Collection être l'anti-plateforme dans son esprit et dans ses valeurs. Et pour le coup, voilà, de plus en plus en fait de grandes entreprises ont décidé de faire ce choix parce qu'ils vont être très forts sur le digital, ils vont être très forts sur la traçabilité, tout ce que on vous a dit en fait en amont. Et donc ça ne va pas en fait diminuer. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Donc tout est une question après à vous de quelle est votre cible, qui vous voulez voilà, recevoir. Après, en fait, il y a aussi moi j'ai aussi des clients qui ne travaillent pas avec ces grosses plateformes parce que ce n'est pas leur business, tout simplement. Voilà. Et est-ce que, Delphine, il y a un risque à être sur plein de plateformes? Est-ce qu'il y a un risque de finalement encore plus dévier le trafic sur son site directement? Hum,
Les plateformes, elles sont déjà entre 8 000 et je crois que Cactus annonce 18 000 références. Donc, et parce qu'en fait, aujourd'hui, ils travaillent aussi avec les acteurs de team building Mm. derrière ça. Donc, moi, je crois que, en fait, si vous allez travailler avec plein de plateformes, vous allez aussi avoir de plus de boulot. Voilà, faut pas, parce qu'en fait, il faut pas obliger que eux, ils envoient en fait un maximum de lieux qui vont correspondre à des critères en fait de capacité. Et donc, du coup, ça va quand même saturer en fait votre travail, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ça. Donc, peut-être qu'il vaut mieux en travailler avec une, deux plutôt que diluer en fait ça avec beaucoup. Moi, j'ai le cas d'un client qui, pour une première année, a dit je travaille avec tout le monde et à la fin de cette année, je fais un bilan et je vais enlever les trois quarts. Voilà, ça aussi, ça peut être une option. Voilà, par rapport à ça. En fait, quand on regarde forcément le référencement, alors le référencement naturel, ils sont pas tous pareils. Le référencement naturel chez Aléou est très très bon parce que c'est une entreprise de digital à la base, hein, derrière Aléou. Ben, Cactus fait aussi beaucoup. Il y a le Google Ads, voilà, donc ils font aussi beaucoup. Donc ils ont cette force que on n'a pas tout à fait quand on est tout seul. Voilà, je ne parlerai pas de senior collection parce qu'on est encore un peu hybride et puis je suis pas là- on a un modèle encore différent. Mais voilà, mais en tout cas, moi parfois, quand j'ai des lieux avec lesquels j'échange, ils me disent mais je suis chez un tel ou chez un tel et je suis pas en train de dire bah, il faut pas y être. Voilà, c'est le choix. Par contre, je crois pas que ça soit très intéressant d'être sur toutes les plateformes non plus, parce que chaque plateforme a ses forces et ses, on va dire, faiblesses, et après, ça va correspondre vraiment au lieu que vous avez. Mm. Charlotte, il y a d'autres questions? Non, pour moi. Super, merci. On va terminer avec les consultants indépendants, les apporteurs d'affaires. Eux, en fait, ils ont besoin beaucoup plus d'une reconnaissance de leur rôle et qu'on leur verse leur commission. Voilà, ils aiment bien entendu en fait la réactivité et souvent ils sont aussi en plus en proximité avec au niveau régional, donc ils aiment visiter, découvrir, enfin voilà, ils aiment être aussi bien invités aux Eductours ou aux Femmes Trip. Ils aiment aussi avoir des informations exclusives pour pouvoir aussi se mettre en avant parce que eux, en fait, ils vont devoir, en fait, leur business, il est aussi de fidéliser en fait leurs clients avec lesquels ils travaillent. Donc, plus ils vont avoir de l'information sur certains lieux, plus en plus ils vont pouvoir aussi le donner à leurs clients pour avoir en fait cette relation de proximité, de conseil et de personnalisation avec en fait leurs clients finaux. Donc voilà, ils aiment la relation de proximité, le suivi personnel. Vraiment, c'est la personnalisation un peu ce qu'apprécient les apporteurs, les freelances indépendants. En Voilà. fait, les freelances indépendants, ils ont vraiment une posture stratégique auprès des entreprises. Donc, il faut les aider en fait à être convaincants dans cette posture et donc à leur donner des idées d'expérience un peu exceptionnelles qu'on peut faire chez vous, de donner de vraiment être très clair sur vos atouts, sur ce qui vous différencie, sur ces petites choses. Comment dire, vraiment votre singularité en fait. Un discours, euh, finalement, les apporteurs, les indépendants, ce qu'ils ont besoin d'avoir, c'est d'avoir votre discours le plus authentique en fait sur votre lieu. Eux, quand ils vont parler de votre lieu aux clients, il faut qu'ils aient un discours qui embarque. Et donc, pour qu'ils aient ce discours qui embarque, ben, en fait, il faut que vous l'ayez apporté, ce discours qui embarque. Et les farm trips, c'est une super façon en fait de faire vivre une expérience et de donner les bonnes billes en fait après pour l'indépendant pour mettre votre lieu en avant quand il a une demande. Bon, du coup, merci Justine pour cette précision. Et en effet, on va accélérer un petit peu parce qu'il est quand même déjà 12 heures passées, 12h15. Donc voilà. Donc la posture, hein, c'est un peu ce qu'on disait aussi. Ouais, on a. On a un petit peu avancé en fait là-dessus, mais encore une fois en fait voilà ce que pour une plateforme et si vous voulez travailler avec certaines plateformes, bah c'est et souvent en fait vous avez accès à votre fiche, c'est optimiser vos fiches régulièrement dès que vous avez des mises à jour, des nouvelles photos, des nouvelles informations, c'est de pouvoir les mettre
mettre à jour. Activer les alertes de demande. Bah, si vous voulez, vous avez besoin d'avoir plus de demandes, vous pouvez aussi les activer. Ça, c'est ce que souhaitent en fait les plateformes, hein, c'est ce que j'explique. Alors moi, je ferai quelque chose que c'est dès que vous avez, parfois sur certaines plateformes, vous avez le contact direct client, bah, appelez-les. Comme ça, vous avez beaucoup plus aussi de chances en fait de réussir à bien comprendre plutôt que à travers en fait cette plateforme qui manque parfois beaucoup d'informations en fait sur l'enjeu et tout ce qui est. Ça, c'est bien en fait le défaut de ces plateformes, c'est qu'il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas d'humain. Donc, on n'a pas d'informations qui vont pouvoir en fait orienter aussi notre proposition commerciale. Voilà. Mais si vous avez le client et ça peut arriver, par exemple, chez Aléo, ils mettent les coordonnées des fois en fait quand c'est pas du contrat cadre. Et donc, pour le coup, bah, en fait, allez, appelez-les. Voilà. Et bien entendu, soignez vos photos, mais ça, c'est partout, que ça soit sur Pour votre tout site le monde. internet, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas lié que en fait, voilà. Alors, ce que n'aiment pas en fait les plateformes, c'est répondre par la négative pour les demandes hors budget. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que au lieu de ne pas répondre du tout, répondez quand même dans la négative. Voilà, c'est juste ça parce que moi, vous aurez répondu. Laisser les infos obsolètes, bien entendu, et sans promettre, sans pouvoir tenir. Mais bon, ça, je pense que c'est pas forcément votre cas à vous. Voilà. Pour la partie événementielle, bah, Justine, je te laisse prendre la suite. Ouais. C'est un peu de la redite, hein. Donc en fait, on va plutôt remettre, comment dire, redonner les grandes lignes, mais on a un peu spoilé toutes les slides après dans les échanges en amont. Donc enfin les choses à faire avec une agence, répondre, déjà la contacter pour bien comprendre le brief de son client et les enjeux de l'événement, pour poser aussi le cadre de la relation, pour éviter de se retrouver avec des agences qui inventent n'importe quoi ou quoi que ce Oui. soit. Et puis, À vous d'être et puis à aussi vous ne pas d'être répondre pour parfois parce que ça correspond pas. exactement, exactement. Et donc voilà, donc les contacter systématiquement et prendre le temps d'expliquer qui vous êtes, comment vous êtes, vous expliquer que vous n'êtes pas, de rappeler si c'est pas le cas, que vous n'êtes pas une équipe de 30 personnes, mais qu'en fait vous êtes peut-être que un ou deux. Ça, c'est un élément hyper important que l'agence doit avoir en tête. Ensuite, être dans la co-construction avec l'agence, proposer des alternatives créatives, euh, 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 vraiment être dans la co-création avec l'agence. C'est vous qui connaissez votre lieu, c'est vous qui connaissez tout le potentiel de votre lieu. L'agence, elle a un brief client et peut-être des idées de ce qu'elle voudrait, mais en fait, c'est vraiment le travail en binôme qui va faire que la proposition de l'agence va être géniale en fait. Et donc vraiment, il y a un travail de co-création à faire avec les agences. Et ça, enfin, moi, je l'ai assez peu vécu avec des lieux indépendants et vraiment à mon grand regret parce que souvent sur les sites internet, on voit des promesses de on organise l'événement de vos rêves et tout ça. Et puis finalement, moi, quand j'arrivais avec mon brief, je trouvais un peu des portes fermées. Alors peut-être pour les raisons que vous avez évoquées, mais voilà, je trouve ça dommage parce que moi, il y a plein de lieux avec qui j'aurais voulu bosser et je ne l'ai pas fait parce que je ne sentais pas du tout l'envie de travailler avec. Et c'est là où, Euh, en fait, si je peux rebondir ouais, là-dessus, c'est là où, en fait, contacter l'agence, elle est importante parce que oui, vous allez vraiment pouvoir voir si c'est une agence, on va dire, comme le disait, en fait, Justine, des fois, les agences, on les aime pas parce qu'on a eu des mauvaises expériences oui, avec une ou deux agences. Et donc, le fait de contacter l'agence et de voir un petit peu, en fait, sa réponse de son échange, l'échange que vous pouvez avoir, ça va aussi vous orienter un peu sur, on va dire, la typologie, malheureusement, de l'agence événementielle. Est-ce qu'elle est sérieuse? C'est une agence qui est vraiment dans cette approche-là ou en fait pas du tout parce que ça peut aussi malheureusement arriver et parfois peut-être ne pas répondre sur des agences que vous sentez pas, vous êtes libre le droit de ne pas le faire, puis surtout lié aussi à certains budgets. Mais voilà, cette partie d'avoir un échange avec eux, c'est de voir oui. vraiment un petit peu comment en fait ils collaborent et ils travaillent. Mm. Et invitez-les à venir voir. Alors, c'est pas tout le temps faisable et possible parce que l'agence est pas toujours géographiquement dans le secteur. Mais moi, ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois sur enfin, sur des grosses demandes. J'allais faire une visite de repérage systématique. Ça peut vous donner une bille en fait déjà sur l'implication de l'agence. Est-ce qu'elle va venir voir votre lieu?
avant d'aller plus loin dans la construction ou en tout cas après dans la production de l'événement. Est-ce que le jour J, il y aura quelqu'un de l'agence qui sera là? Ça aussi, ça peut être quelque chose, des questions intéressantes à poser. Ensuite, assurer un suivi post-événement le lundi, en fait, enfin, non, pas le lundi, enfin, je mets le lundi, mais quand l'événement est passé, c'est appeler l'agence et faire un débrief. Voilà, ça s'est super bien passé ou on a eu ce petit couac-là. Et pas attendre en fait que le client appelle l'agence, déglingue l'agence et puis après l'agence vous appelle pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc soyez très transparent sur comment s'est passé l'événement, débriefez avec elle pour que l'agence ait tout de suite les bons arguments après quand le client l'appelle. Et si vous avez des remontées à faire aussi sur le client, vous pouvez, hein, c'est le moment. Ah bah évidemment, évidemment. Mais du coup, c'est hyper important, nous, en tant qu'agence, d'avoir ces billes-là avant que le client appelle. Parce que quand le client nous appelle, nous met la tête au carré parce qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé, en fait, si nous, on n'a pas eu votre discours, on est incapable de vous défendre ou de trancher, en fait. Donc, n'attendez pas que l'agence revienne vers vous. L'événement est passé, vous débriefez avec l'agence. Construction d'une relation long terme, ça, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Circuiter l'agence pour accéder au client final, hein, évidemment, et ça, moi, je l'ai vécu. Des lieux qui appellent finalement client direct et qui traitent en direct. Donc ça, c'est un gros no, hein, on ne va pas expliquer pourquoi. Omettre des contraintes importantes, donc ça, on l'a déjà dit. Poser un cadre clair, faites des réponses hyper claires sur ce que vous êtes capable de faire, d'offrir, comment vous avez envie de travailler, comment vous travaillez. Voilà, pas de zone de flou et pas vous voulez à tout prix l'événement, donc vous allez faire croire que, et puis finalement, en fait, vous n'êtes pas capable de. Non, ça c'est non. Et casser les prix, on l'a évoqué au début. Pensez que l'agence va vous choisir parce que uniquement sur le prix. Non, elle va vous choisir parce qu'elle sent que vous êtes un partenaire fiable, vous êtes un partenaire souple, vous êtes flexible, vous êtes pro et qu'elle va pouvoir vraiment compter sur vous. C'est pour ces raisons-là qu'elle va vous choisir. C'est pas pour le prix. Donc vous dites pas, je casse tout de suite les prix dans l'offre, comme ça je suis sûre de remporter le marché. Ça, ce serait une grosse erreur. Oui, c'est le cas pour en fait tous, parce que moi j'ai eu le cas avec un lieu qui cassait vraiment les prix sur le marché et en fait il perdait 9 demandes sur 10. Et au final, quand il a remonté les prix, et d'ailleurs une agence lui avait dit, mais c'est vraiment vos prix parce que là, moi, ça me fait un peu peur en termes de rapport qualité-prix. Voilà, il ne faut pas oublier aussi que les agences, elles connaissent un peu les budgets, même si des fois elles vous demandent des réductions, mais elles connaissent quand même un peu en fait le marché. Donc voilà. Par rapport à ça, et pour le coup, si on est trop bas, on n'est pas crédible en événementiel. Voilà. Non. Et si vous voulez vraiment vous démarquer, plutôt que casser les prix, ajoutez une petite prestation euh, qu'il n'y a que vous qui allez proposer cette petite prestation. Ça, c'est des choses, vaut mieux ajouter que casser les prix. Voilà. Et pour les consultants indépendants, verser les commissions comme convenu sans les renégocier. Voilà. Inviter à des femmes tripes parce qu'on le disait, ils adorent ça parce que plus eux, ils connaissent les lieux, plus en fait, ils sont vraiment capables de le proposer à leurs clients. Et encore une fois, eux, ils sont vraiment dans la relation de confiance avec les clients pour une des questions de fidélisation et qui restent avec eux, hein. Leur modèle économique est quand même basé en fait que sur de la commission. Donc, ils ont absolument besoin que le client en fait réachète, comme on dit. Donc, plus ils connaissent les lieux, plus ils vont être aussi à l'aise avec leurs clients et bien les conseiller. Comme on le disait auparavant, ils adorent être informés des avant-premières, des nouveautés, d'une rénovation, d'un nouveau espace événementiel, d'être Une invités à nouvelle offre. et voilà, même de les solliciter pour avoir un peu leur vision. Ils adorent ça, en fait. Ils ont besoin d'être reconnus, en fait, par rapport à ça. Et donc, ça leur permet aussi d'entretenir une relation de façon régulière parce que eux, leur modèle, il est aussi basé sur la confiance et le bon choix, en fait, des lieux. Et donc, du coup, ils ont besoin de sérénité. Et plus ils auront de sérénité, c'est un peu comme les agences événementielles, Ouais, pareil. plus, en fait, ça va faciliter, en fait, la relation commerciale. À éviter, c'est comme pour les agences, hein, contacter directement leurs clients, ça, ils n'aiment pas et ils sauront vous le faire savoir. Oubliez de les mentionner sur les dossiers, hein, c'est-à-dire je vous envoie le devis de la part de tel apporteur d'affaires. Encore une fois, c'est la notion de reconnaissance. Et bien entendu, ne pas honorer les accords verbaux parce que vous les mettez vraiment aussi au front face à leurs clients et ça peut être très désagréable. Voilà.
Et donc, du coup, bah, en fait, ils ne voudront plus travailler avec vous, tout simplement. J'accélère un petit peu. Donc, on vous a après ensuite mis vraiment en fait les différences principales. Donc, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a pu dire entre les plateformes, les agences et les consultants. On va du plus impersonnel au stratégique jusqu'au très personnalisé. Vous verrez en fait les différentes rémunérations dont on a parlé. Soit c'est de la commission, soit c'est de l'honoraire plus de la marge. L'implication, bah voilà, comme on est sur un outil digital, on en parlait aussi sur les plateformes, bah, c'est faible en termes d'implication parce que un personnel est très digitalisé, jusqu'à du moyen élevé selon en fait le chef de projet et l'humain qui va avoir aussi une relation avec vous. Sur les plateformes, vous aurez beaucoup de demandes, mais vous n'allez pas concrétiser systématiquement parce que bah, vous êtes énormément en concurrence. Voilà, eux, leur force, c'est les prix et dispo. Et ce qu'ils aiment avant tout, c'est la fiche optimisée parce que plus la fiche est belle, plus en fait, bah, ça incite aussi à, tout simplement en fait que votre lieu soit proposé. Pour les agences événementielles, ben, il y a un peu de demande parce qu'ils sont aussi en appel d'offres. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des fois deux, trois, quatre agences qui vont vous questionner pour le même client. Donc, au lieu, vous pouvez en fait répondre vraiment la même proposition à chaque agence. Puis après, ben, en fait, c'est ça, leur créativité et qui fera la différence. Mais ça vous permet aussi de ne pas vous enfermer juste avec une seule agence qui n'est pas sûre de gagner. Donc, moi, je vous conseille de répondre sur un appel d'offres. Dès que vous avez une agence, même si c'est le même brief, de répondre la même chose, les mêmes tarifications. Ça vous permet d'avoir plus de possibilités aussi de remplir quand même, de remporter, pas de remplir, mais de remporter en fait le projet. Et sur les consultants indépendants, ils sont moins dans la concurrence parce que souvent, c'est des clients avec lesquels ils ont l'habitude de travailler à long terme. Et pour le coup, ils sont aussi pas dans la démultiplication en fait de devis parce que pour le coup, c'est aussi leur temps de travail. Hein, donc plus ils font des devis, plus ils vont avoir du travail derrière. Et la force forcément des agences événementielles, c'est la créativité, le service. Et sur les consultants indépendants, on est plus sur du service et la relation de confiance. Donc voilà, donc vous avez un peu toutes les différences. J'ai un petit peu accéléré sur la fin parce que bah, il faut aussi vous laisser. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Une dernière question, Oui. Delphine, par rapport aux femmes trip qu'on conseille d'organiser. Est-ce que c'est pertinent, demande d'Anaïs, de le faire avec plusieurs agences? Oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, c'est ce qu'on organise, nous, chez Séminaire Collection, pour certains lieux. Hein, on coordonne et t'en sais quelque chose. Et donc, du coup, on mélange les agences événementielles. Et elles se connaissent, elles ont l'habitude. C'est vraiment monnaie courante, si je puis dire. Là où moi, je ne le fais pas, c'est de mélanger, en fait, des chefs de projet événementiels d'entreprise ou des directeurs marketing, directrices marketing, communication avec des agences. Parce que l'idée, c'est pas non plus en fait que les agences aillent faire leur marché. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Mais mélanger les agences événementielles, aucun problème et c'est monnaie courante. Et par contre, si vous le faites, ben, oubliez pas que elles, ce qu'elles attendent, c'est de vous voir en fait une démonstration de votre créativité et de du potentiel de votre lieu. Donc soyez créatifs dans le programme que vous allez leur proposer. Surtout sur les activités, parce que Oui, bon, le koh l'Olympiade ou voilà, en fait ça c'est quelque chose que ça va pas pas les qu'on attend de vous. ça va pas les séduire. Si ça peut séduire une entreprise en direct, ça va pas forcément en fait séduire l'agence qui est plus difficile. Hein, faut pas l'oublier parce que bah ils ont plus l'habitude, ils comparent plus, donc bah il faut aussi plus les séduire, tout simplement. Voilà. Donc il y a une autre question, Charlotte? Alors attends, excuse-moi. Non, c'est bon, C'est bon? D'accord. c'est bon. Eh bien, je vous remercie. Voilà, donc du coup, je vous remercie beaucoup pour ce moment. Si vous avez des questions par la suite ou des interrogations sur un sujet en particulier, ben, vous le savez maintenant que ça soit Charlotte, Justine ou moi, on est toujours à votre disposition pour échanger en fait sur différentes questions que vous pouvez avoir. Je nous ai nommé plateforme hybride parce qu'on on peut être un mélange en fait.
Bon, on ne fait pas encore, on ne crée pas et on ne sera pas agence événementielle. Mais voilà, on a un rôle un peu différent de ce qui peut exister en fait sur le marché. Le Club Séminaire Collection que vous connaissez avec les cafés et collections et notre agence conseil, voilà, qui accompagne aussi vos lieux à révéler le mieux possible en fait le potentiel de chacun d'entre vous. Voilà, tout simplement. Donc merci beaucoup. Voilà, merci Justine aussi pour Merci nous à avoir tous. Merci. apporté Avec toute ton plaisir. expertise de ton métier d'avant. Voilà, que moi j'ai bien connu puisque j'étais l'interlocuteur sur les groupes hôteliers, le groupe hôtelier voilà, en France. Voilà, et c'est vrai que c'est un marché qui est en mutation. Les plateformes transforment beaucoup en fait ce marché de l'intermédiation. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité aussi un peu vous expliquer. C'est pas, on ne veut pas dire qu'il faut travailler avec, mais il faut comprendre en fait surtout les enjeux des entreprises et pourquoi aujourd'hui elles peuvent passer par l'intermédiation et qu'elles ne passent pas en direct avec vous, tout simplement. Voilà, eh bien, je vous souhaite un très bon appétit à tous. Et donc, du coup, il y aura ce replay et on va mettre aussi ce support qui sera aussi dans la Sales Box. Vous pourrez la retrouver, vous pourrez la demander aussi aux filles. Et je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir été pendant une petite heure et demie avec nous, tout simplement. Voilà, merci beaucoup et à très vite.